sing my passions, I just came here to bend. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Iris, je fais partie de 40 entrepreneurs et je fais un peu en fait le pont entre l'ancien staff et le nouveau staff, parce qu'on est en pleine restructuration. Et du coup, en fait, on a un peu décidé de créer, on a mis en place plein de nouveaux événements. Donc l'idée, c'est de faire une conférence par mois, donc comme celle-ci. Et on a également mis en place des meet-up entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'intra ou pas. Du coup, pour ça, donc, il y aura le prochain qui aura lieu le 3 mai. Donc l'idée, c'est de partager entre entrepreneurs, entre personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Même les curieux, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, c'est même mieux. Et on va essayer de faire venir en fait, des entrepreneurs extérieurs à l'école pour lancer des débats. Et donc du coup, aujourd'hui, pour la première conférence, on va accueillir Julien, qui est gros hacker à The Family. Et ensuite, on aura Hugo et Julien, qui sont les fondateurs de Whislash, qui est une start-up dans l'emploi, pour trouver des petits jobs étudiants. Voilà. Donc du coup, je vais laisser la parole à Julien. Bon alors, bonjour à tous. Moi, je suis super content de venir ici. Alors, en fait, à la base, cette conf, je devais écrire un article. Mais je me suis dit, en fait, on va directement commencer par une conf. Et j'ai plusieurs... Ce que je voudrais montrer, en fait, aujourd'hui, c'est un peu comment du coup, je travaille à The Family. Et comment, du coup, se passe mon quotidien, sachant que je vois énormément de startups toutes les semaines, pour pouvoir, justement, les orienter sur des problématiques de croissance et les aider, justement, à croître beaucoup plus vite. Alors, juste quelques mots à propos de moi. Alors, je bosse à The Family où j'ai plusieurs startups et on a également organisé des sessions qui s'appelaient Coup d'état gros hacking où on essayait de former des gros hackers sur Paris justement et on en a formé beaucoup comme ça. Bien évidemment la chaîne YouTube Startup Food, je pense que pas mal de personnes la connaissent. J'ai aussi un passé à Gros Hacker TV. Alors ça c'est comme ça que je suis tombé dans ces problématiques de gros hacking, parce qu'en fait, avant, j'avais une startup. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à construire le produit. C'était un réseau social pour les développeurs. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en le sortant, les gens venaient pas dessus. Finalement, c'était un panier percé, les gens venaient, ils se barraient. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, putain, c'est con, j'ai quand même perdu énormément de temps à construire un produit, à le peaufiner, alors qu'en fait, j'aurais dû tout simplement le mettre sur le marché et voir comment les gens réagissent avec. Et je suis tombé du coup sur des interviews de gros hackers et je me suis dit que c'était vraiment là-dessus qu'il fallait travailler. Alors, voilà, parfait. Et donc en fait, ce qui s'est passé, alors ça faut vraiment le retenir, c'est que je regardais ces interviews-là et en fait, j'imitais à mort. C'est-à-dire que je prenais des notes sur chaque interview. Je regardais ce qui marchait, je regardais ce qui marchait pas, j'essayais de prendre leurs conseils et je mettais tous les trucs intéressants qu'ils disaient dans un Google Doc. Et au fur et à mesure, en fait, à force d'imiter, tu finis par développer plein de petites choses et tu finis par mettre ton style. Et il faut savoir qu'en fait, il y a un truc qui m'était très cher, c'était tout ce qui était automatisation. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais beaucoup bossé sur des technologies comme PhantomJS, Casper.js, iMacro. Et du coup, forcément, j'ai trouvé un grand intérêt à pouvoir appliquer toutes ces techniques d'automatisation dans des process un peu plus marketing très produits. Et notamment, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'automatiser des expériences. D'ailleurs, donc, j'ai un blog où je parle notamment de pas mal d'expériences et des trucs sympas que je vois qui s'appelle Acquisition. Donc, si vous avez l'occasion d'aller regarder, j'écris à peu près un essai par mois et j'essaye de faire des trucs assez simples à comprendre. J'explique beaucoup avec des schémas. J'avais eu une citation qui est importante finalement, ce qu'on me demandait. Essaye de définir le gros hacking. Si je pouvais vous donner une définition simple, en fait, le gros hacking, c'est un petit peu comme les Lego. C'est-à-dire que vous avez connaissance de plein de choses, de plein de cubes, le Facebook Graph, comment faire du cold email, comment mesurer vos données avec Mixpanel, par exemple. Et vous essayez en fait d'aligner chacun de ces cubes de manière à faire des expériences pour obtenir de la croissance. Par exemple, vous pourriez vous rendre compte que vous avez une cible extrêmement tech qui convertit extrêmement bien quand vous l'amenez sur votre produit. Bon, vous allez vous dire, cette cible-là, où est-ce qu'elle est? Et puis en creusant, vous allez vous rendre compte que finalement, cette cible, elle est sur Quora. Et vous allez vous dire, tiens, finalement, on va commencer à répondre à des questions. Donc vous répondez à des questions sur différentes problématiques liées à votre produit et vous essayez à chaque fois de glisser un lien.
Et puis arrivé à un moment, vous vous dites, bah, c'est chiant parce que mes questions, elles sont pas très upvotées. Et donc elles sont en bas. Le fait de monter les questions tout de suite en haut, bah, tout de suite, c'est du trafic supplémentaire que vous récupérez. Et c'est là où la partie technique commence. C'est que vous allez commencer du coup à soit faire un tableur avec tous les gens, tous vos amis qui ont liké Quora, la page Quora. Donc vous savez que ces gens-là ont un compte sur Quora. Et vous allez leur envoyer un mail pour qu'ils upvotent. Soit vous faites la partie un peu plus dark, qui est de faire des faux comptes, et d'upvoter avec des proxys vos questions. Et vous allez remonter comme ça vos questions, et vous allez récupérer un flux continu de personnes plutôt qualifiées, qui convertit ensuite sur votre produit. Donc en fait, c'est toutes ces techniques-là où vous avez connaissance de plusieurs cubes, pour faire des expériences de manière derrière à soit acquérir, soit convertir, etc. Si je pouvais donner une définition assez simple de ce qu'est un gros hacker, je dirais que c'est quelqu'un qui lance des expériences au quotidien, de manière régulière, dans le but d'obtenir la croissance. On parle énormément du terme gros hack. Alors, on va essayer de le définir très simple. Un gros hack, c'est tout simplement une expérience qui a fonctionné et qui a permis soit d'obtenir du trafic, soit de convertir, soit de retenir les gens pour qu'ils reviennent sur votre produit. Donc par exemple, alors, c'est un peu un buzzword, un gros hack, mais par exemple, vous pourriez vous rendre compte, ça c'est un peu ma révélation il y a 2 semaines, que quand quelqu'un s'inscrit à votre liste, vous donne son email, vous allez vous rendre compte qu'en fait, en faisant des drip campaigns, alors, des drip campaigns, c'est le mec s'inscrit, il vous donne son email, vous allez lui envoyer un mail de welcome, 2 jours plus tard, vous allez lui envoyer un autre mail, 3 jours plus tard, vous allez lui envoyer un autre mail, et après, 1 semaine plus tard, un autre mail. Le but étant de deux choses. 1, créer un processus d'habitude, c'est-à-dire le faire revenir petit à petit sur votre site. Et 2, au lieu de lui faire passer l'information tout d'un seul coup, vous la passez en fragmenté. Et en l'occurrence, vous utilisez l'emailing. Bon alors, j'ai fait des drip campaigns, c'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un met son email sur mon blog ou sur n'importe quel, plusieurs startups de family, il reçoit des mails à certaines fréquences. Et en fait, on s'est rendu compte que les taux d'unsubscribe, ils étaient très faibles. Les gens ne cliquent très peu sur unsubscribe. Et en plus de ça, vous avez un taux de clic qui est super bon. Entre 20 et 40%, généralement, de ce que je vois. Ce qui n'est pas facile à faire. Donc forcément, ça, c'est des processus que vous allez essayer de mettre dans votre produit, de manière à... Parce que quand quelqu'un vous donne son email, bah forcément, on le squeeze un peu plus pour le faire venir sur votre site, et on essaie de mettre en place des emails bien ciblés. Donc ça pourrait être forcément un gros hack si vous vous rendez compte que votre produit, vous pouvez éduquer les gens et les faire venir petit à petit. Et vous pouvez même aller plus loin en regardant par exemple ce que fait BuzzFeed. Essayez de regarder les titres de chacun des articles qui ont mieux marché pour eux et essayez de vous en inspirer pour ces emails-là, pour du coup optimiser l'ouverture du mail et derrière les taux de clic. Donc ça, ce serait encore ce que je pourrais appeler un autre cube. Alors, ça... c'est là où je me fais un peu taper sur les doigts, mais voilà pourquoi, pour moi, un gros hacker est extrêmement différent d'un marketeur. En fait, je dirais que quand vous montez une startup, la plupart des gens, ils ont une idée de qui est leur client, mais ils ne le savent pas toujours. Je veux dire, Airbnb, au début, quand ils ont commencé, ils avaient une idée de qui ils sont, mais ils ont vachement itéré, ils ont fait vachement d'expérience pour petit à petit comprendre effectivement qui était intéressé et où est-ce que ce marché se trouvait. Un truc qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens qui mettaient leur maison sur le site, c'était des gens qui avaient des crédits et qui avaient du coup besoin d'argent pour pouvoir rembourser ces crédits aux États-Unis. Bah forcément, ils ont été voir les banquiers et ils leur ont demandé la liste de ces gens-là. Ils leur ont dit, écoute, on a un truc génial, ils vont te rembourser les crédits. Ils ont réussi à avoir plusieurs personnes qui avaient un crédit et ils ont réussi comme ça très facilement à les faire switcher et à mettre les annonces de leur maison sur Airbnb. Ce que je veux dire par là, c'est que le marketing, c'est un tool qui est bien pour arriver de 100 à 1000 et plus utilisateurs. Mais en fait, quand vous ne savez pas trop qui est concerné par votre produit, le marketing, ce n'est pas très utile pour aller de 0 à 100. Parce que vous n'avez pas de stratégie, vous êtes un peu en train de faire n'importe quoi pour pouvoir justement faire venir du monde. Vous essayez d'acquérir et de comprendre qui est intéressé par votre produit, qui va utiliser votre produit. L'autre point, c'est que les meilleurs hacks de rétention, c'est-à-dire la rétention, c'est comment est-ce que je fais revenir les gens vers mon produit, très 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 souvent, c'est parce qu'il y a un changement dans le produit.
c'est parce qu'il y a un changement dans l'onboarding, c'est parce que vous changez un moment, vous supprimez des fois une feature, vous tweakez une feature, qui fait que les gens comprennent mieux et donc du coup reviennent plus souvent. Les drip campaigns, c'est par exemple un outil pour faire venir plus de monde. Et forcément, ça demande des compétences techniques et très souvent, ça demande d'être très agile autour du produit et de très très vite switcher. Et je dirais que l'un des points les plus importants, c'est que vous avez votre funnel, alors je vais en parler tout à l'heure, mais au moment où vous acquérez un utilisateur et au moment où il achète, il y a plein d'étapes. Et le but d'un gros hacker, c'est d'analyser chacun de ces blocs, du moment où il arrive au moment où il achète, et de réduire la friction à chacun de ces moments-là. Donc ça demande d'avoir une vision extrêmement holistique de votre produit, et pas uniquement comment je fais pour qu'ils viennent et pour qu'ils s'inscrivent, mais comment est-ce que je fais pour qu'ils viennent, qu'ils s'inscrivent, qu'ils achètent, qu'ils reviennent ensuite par des campagnes d'emailing lancées au bon moment pour la Saint-Valentin, pendant les périodes de fête, comment je fais pour les envoyer sur des landing pages spéciales pour encore mieux convertir, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une notion très holistique. L'autre point important, c'est que les meilleurs gros hackers que j'ai croisés, ils avaient une très très forte capacité à automatiser les expériences qui marchaient. C'est-à-dire quand ils lancent une expérience et qu'elle fonctionne extrêmement bien, comment est-ce que je fais pour pouvoir l'automatiser, pour pouvoir amplifier son impact? Parce que forcément, au début, on fait énormément de choses de manière manuelle. On va aller choper les emails depuis LinkedIn, on va les envoyer à la main, on va regarder qui ouvre, on va faire des démos. Et au final, le but, c'est de comprendre et comment est-ce que je vais pouvoir automatiser ça pour créer un scrapper, par exemple, qui va récupérer tous les profils sur LinkedIn qui m'intéressent, pour deviner leur email, et derrière, du coup, avoir plus d'impact. Donc, quand on veut automatiser une expérience, il y a deux cas de figure. Soit vous avez besoin, vous pouvez le faire avec un script. Donc à ce moment-là, il y a des services comme Murga Recorder, iMacro, PhantomJS, Selenium, ou tout simplement des scripts de mailing pour envoyer les emails qui existent. Donc ça, c'est automatisable avec un script. Soit vous avez besoin d'un humain, parce qu'il y a une sorte d'intelligence, c'est trop complexe à faire le script, donc vous avez besoin d'un humain derrière. Et à ce moment-là, vous pouvez faire appel à des assistants virtuels sur, par exemple, des places de marché comme Upwork ou Freelancer. Vous pouvez faire appel à des ghostwriters. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Kissmetric qui propose globalement une solution pour mesurer qu'est-ce qui se passe dans votre produit. Et eux, ce qu'ils ont fait pour croître, c'est qu'ils ont écrit énormément d'articles sur leur blog. Et pareil, Moz, c'est la même chose. Et donc, du coup, en fait, pour scaler l'écriture d'articles, tu fais appel à des ghostwriters. C'est-à-dire que tu as des mecs, tu payes pour qu'ils t'écrivent un article sur un sujet, et derrière, tu le mets en ligne sur leur blog, sur ton blog. Et donc, du coup, tu peux, comme ça, écrire, au lieu d'écrire un article tous les jours, tu en écris 10 ou 15. Tu mesures combien te rapporte un article sur telle discipline, et en fonction de combien il te coûte, tu peux savoir après combien tu peux mettre sur la table de manière à pouvoir automatiser. Pareil, Mechanical Turk, Full Factory, la crème de la crème. J'aurais pu rajouter Whislash d'ailleurs. En soi, Whislash est une technique pour pouvoir automatiser avec des humains. Donc une expérience qui fonctionne bien. Je sais pas, par exemple, tu vois, regarde, tu te rends compte que quand tu balances des flyers à la défense, ça convertit bien. Les gens derrière, ils comprennent ta proposition de valeur, ils viennent sur ton site et derrière, ils achètent. Ce qui s'est passé avec Nestor, à The Family. Nestor, c'est globalement en fait, c'est une sorte de brasserie en ligne où tu peux acheter des plats et ils viennent te livrer en fait. Ils se sont rendus compte que les avocats, le midi, ils n'ont pas le temps et du coup, comme ils veulent manger de manière équilibrée, etc., ils font beaucoup appel à Nestor. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué des flyers eux-mêmes dans les quartiers où les avocats sortaient à la sortie du métro. Et comme ça marchait, comme ils ont fait ça pendant des mois, ils pourraient se dire maintenant on peut l'automatiser. Et à chaque fois qu'on ouvre un quartier, on va engager des étudiants pour pouvoir distribuer des flyers. Mais ça, avant, ils l'ont testé manuellement eux-mêmes en tant que fondateurs pour voir si effectivement ça a de l'impact sur leur business. Le point très important, c'est que là, je vous dis, ok, un gros hacker, c'est quelqu'un qui lance plein d'expériences pour acquérir, pour convertir, etc. Faut pas oublier un truc, c'est qu'on lance plein d'expériences pour comprendre ce qui marche, mais surtout ce qu'on veut, c'est de trouver un moyen de jouer dans un de ces 7 canaux d'acquisition scalables. Parce que répondre à des questions sur Quora, ok, vous allez récupérer ce
flux continu de trafic, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 800 premiers utilisateurs qui vont être très précieux pour vous parce que finalement, ils vont vous permettre de valider si ce que vous faites, ça a de la valeur pour quelqu'un. Mais à terme, ce que vous voulez, c'est effectivement appuyer sur les leviers de la croissance et avoir des courbes exponentielles. Donc ce qu'on veut, c'est trouver un moyen de jouer dans ces canaux-là. Parce que bonne chance pour les saturer. Alors, on a les moteurs de recherche. Google, Yahoo, etc. Qui a grossi comme ça? Vous avez des boîtes comme TripAdvisor, Search. 80% de leur croissance vient du Search. Vous avez des boîtes comme Kissmetrics. Donc, eux, ils écrivent des articles. Donc, on est dans de l'inbound marketing. Un point très important, c'est que généralement, quand vous prenez une boîte, vous allez vous rendre compte que plus de 80% de leur croissance dépend d'un seul canal. Vous avez les réseaux sociaux, BuzzFeed, tous ces sites-là qui mettent des articles avec des titres extrêmement provocateurs où tu cliques dessus. BuzzFeed, eux, ils ont grossi essentiellement sur le dos de Facebook. Et d'ailleurs, BuzzFeed, leur deuxième référeur, leur deuxième canal qui leur apporte du trafic, c'est pas Google, c'est Pinterest. Non, ça c'est encore un autre débat. Ils obtiennent énormément de croissance depuis Pinterest. Et pour l'anecdote, Pinterest c'est un réseau très particulier parce que c'est un peu moins de 8% des pins qui récupèrent 99% du trafic. Donc c'est extrêmement difficile de se placer dedans. Mais quand vous avez un pin qui cartonne sur Pinterest, forcément vous récupérez énormément de trafic. L'emailing. Ça, vous en connaissez deux qui ont grossi énormément à travers l'emailing, c'est Facebook et LinkedIn. Ils ont spammé tout le monde au début. Et je vais même parler d'un truc qui s'appelle les dark patterns. Alors, les dark patterns, c'est quand tu fais des trucs un peu dark dans le but de pouvoir faire de la croissance. Et LinkedIn, ils avaient un dark pattern qui était longtemps critiqué, mais bon, qui finalement n'a pas fait tant de bruit que ça. Ils ont double down à fond dessus, ils ont vraiment travaillé à mort. C'est quand vous vous connectez à LinkedIn, ils vous demandent, c'est toujours mieux d'être sur le réseau avec tes amis. Donne-nous accès à ton carnet d'adresses et on va regarder qui de tes contacts sont également sur LinkedIn. Donc tu cliques OK, ils envoient sur Gmail, parce qu'en plus Gmail avec l'API, tu scrapes tout le calendrier extrêmement facile, enfin tout l'agenda extrêmement facilement, donc tu récupères tous les contacts. Et en fait, ce qu'il fait derrière ton dos, c'est qu'il envoie un mail à tous les contacts en leur disant ton ami est sur LinkedIn, maintenant rejoins-le, quoi. Et après, bien sûr, il te propose ce qu'il t'a promis, c'est les gens que tu connais qui sont déjà sur LinkedIn. Donc forcément, Facebook et LinkedIn, ils ont grossi à mort sur l'emailing. Tout ce qui est sales, force de vente. Donc là, vous avez des vendeurs. Vous avez des gens qui vont démarcher, qui vont faire des démos, qui vont essayer d'acquérir le client à la main. Vous avez une boîte qui s'appelle ZenChef. Anciennement, ça s'appelait 1001 menus, qui eux grossissent uniquement avec une force de vente. Ils ont des vendeurs qui vont dans chaque restaurant et qui essayent du coup d'emmener le restaurant sur la plateforme. Paid advertising, donc tout ce qui est publicité payante. Je parle AdWords, Facebook Ads. Quand vous arrivez à jouer là-dessus, c'est très intéressant, surtout pour des produits en SaaS. Le but, c'est de trouver, OK, quand je mets 1 euro sur AdWords, je récupère 2 euros. Donc, je sais que sur rentable, je sais que je vais pouvoir appuyer sur les leviers. Des boîtes qui ont grossi en paid, vous avez Zynga. Zynga, ils ont grossi de deux manières. Ils ont grossi en vous spammant de notifications sur Facebook à l'époque où le Facebook, l'API de Facebook était encore pas super bien contrôlée. Donc, ils vous bombardaient, c'était, je sais plus, on était tous là, on a récupéré une tonne de notifications. Et ils ont aussi grossi énormément sur du paid. C'est-à-dire qu'en même temps d'avoir du paid pour amplifier le nombre de personnes qui faisaient venir, ils avaient ensuite des processus on pourrait appeler ça du referral, qui spammaient vos amis de notifications pour avoir plus de pièces sur Candy Crush, etc. En SEO, il y a plein de boîtes qui grossissent, notamment en B2B. Vous avez plein de boîtes où leur principal canal d'acquisition, c'est Google AdWords. Ils savent que quand un type tape telle requête, il est intéressé à ce moment bien précis. Et donc à ce moment-là, c'est maintenant qu'on le chope parce qu'il convertit extrêmement bien. Je sais pas, il recherche un CRM ou il recherche quelque chose. Donc voilà, donc ils ont plein de campagnes AdWords. Je connaissais un gars qui avait monté un truc qui s'appelait Bounceless. Ça vous permet de vérifier vos mails. Vous lui balancez une liste de mails et il vous dit lesquels existent.
Ça permet d'éviter d'envoyer des mails à des mails qui n'existent pas. C'est du nettoyage. Lui, je crois, pour vous donner l'exemple, alors, le premier mois, au moment où il a commencé à faire de l'AdWords, il gagnait un truc comme 200 € par mois avec son service. Il a commencé à faire de l'AdWords. Il est passé à 2 000 € le premier mois, 10 000 € le deuxième mois. Et maintenant, je n'ai pas de nouvelles, mais je crois ça a été son principal canal d'acquisition de clients. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre Facebook Ads et Google AdWords. C'est que sur Facebook Ads, vous savez qui ils sont. S'ils ont liké tel truc, ils sont quelque part. Mais vous ne savez pas trop ce qu'ils veulent. Alors que sur Google AdWords, vous savez un peu moins qui ils sont, mais vous savez ce qu'ils veulent maintenant, parce qu'ils viennent de le taper. Donc il y a une intention qui est beaucoup plus forte sur de l'AdWords. Et c'est pour ça que sur des produits en B2B, AdWords c'est killer et ça cartonne bien. Quand derrière vous avez des processus, des pages derrière qui convertissent très très bien. Derrière tout ce qui est marketplace. Je parle de l'Apple Store, je parle de l'Android Store, je parle de Google App for Business. Il y a plein d'applications, il y a plein qui du coup essaient de grossir au travers de ces marketplaces. Je me souviens d'un ami qui avait lancé un site de rencontre. Alors lui, il avait fait plein de trucs et il s'était rendu compte que ce qui marchait bien, c'était tout ce qui était App Store Optimization. Il passait ses journées à faire que ça. Et il avait des courbes de croissance qui étaient beaucoup plus fortes. Et donc du coup, en fait, il essayait avec les mots-clés de pouvoir se retrouver derrière Mythic quand tu tapais Mythic, etc. de manière à pouvoir justement récupérer un trafic qualifié. Et derrière, tout ce qui est bouche à oreille, c'est pas facile. Et généralement, ça découle d'un produit qui est de bonne qualité, qui intéresse beaucoup de monde. Et ça, c'est plus difficile à tweaker. Mais quand vous êtes un gros hacker, vous essayez de lancer plein d'expériences un peu partout, parce que vous ne savez pas trop ce qui marche. Mais dès que vous avez un truc qui fonctionne, vous vous concentrez là-dessus, quoi. C'est comme ça, et on optimise. Et c'est comme ça, dans un de ces 7 canaux, enfin plutôt de ces 6, que vous pouvez parvenir justement à très vite obtenir davantage de croissance. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je parlais justement d'avoir une vision holistique. Un gros hacker, c'est quelqu'un qui essaye toujours de se représenter les choses sous forme de funnel. C'est quelqu'un qui essaye de se dire, vraiment d'avoir une vision assez mathématique des choses pour les modéliser sous forme de blocs, et derrière qui essaie d'optimiser chacun de ces blocs. Il y a un schéma extrêmement connu dans le gros, qui est le framework ARR. Vous pouvez trouver plein d'informations en tapant Pirate Metrics sur Google. Globalement, l'idée, c'est comme ça. Ça, c'est le cycle de vie d'un utilisateur. Vous avez de l'acquisition. Okay. Donc, comment est-ce que je fais pour faire venir du monde sur mon produit? Vous avez de l'activation. Alors, attention. L'activation, c'est pas juste le faire s'inscrire. L'activation, très souvent, c'est comment est-ce que je fais pour lui faire vivre en fait l'expérience cœur de mon produit, pour lui faire découvrir cette expérience-là de manière à ce qu'il comprenne très vite votre proposition de valeur. Par exemple, pour prendre l'exemple de Crisp, qui est une boîte de 42, qui propose de mettre un chat sur votre site. Le moment où les gens sont activés, c'est le moment où ils installent le script du chat sur leur site. Et peut-être même le moment où ils reçoivent le premier message d'un utilisateur qui utilise du coup Crisp et qui leur envoie un premier message depuis leur chatbox. Et que là, il est en train de vivre l'expérience du produit. Il voit, ça fonctionne. Là, il va pouvoir chatter du coup avec ses clients. C'est peut-être ce premier moment-là. Donc, c'est à vous de savoir à peu près qu'est-ce que ça veut dire activation pour votre produit, dans votre cas. Et comment est-ce que j'amène les gens à vivre cette expérience cœur de mon produit pour du coup comprendre ma proposition de valeur et ce que fait mon service. Il faut faire très attention parce que, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'onboarding. C'est comment finalement j'amène les gens à comprendre ma proposition de valeur. Sur Twitter, par exemple, c'est quand vous arrivez sur Twitter et que vous vous inscrivez, ils vous demandent de follow des personnes, des comptes. Le Jamel Debbouze, etc. D'ailleurs, ils récupèrent plein de followers comme ça. Et en fait, le but, c'est de vous... Il s'était rendu compte que quand tu follow 10 ou 15 personnes, c'est là que tu reviens souvent sur le service. Parce que tu finis par capter, en fait, c'est quoi Twitter, parce que tu as une timeline qui est active. Forcément, comme tu as suivi 10 personnes, ta timeline, elle est avec des gens qui publient très souvent. Ta timeline, elle est à jour. Et tu finis par vivre effectivement l'expérience cœur de Twitter, qui est de l'information, récupérer de l'information de manière rapide. Donc, acquisition, activation, rétention. La rétention, c'est comment je fais revenir les gens. Alors, il y a plein d'outils pour pouvoir
pour pouvoir mesurer votre rétention. Moi, je vous recommande d'utiliser Mixpanel ou Amplitude. Ça va vous permettre notamment de gérer, de voir, il y a des graphes de rétention. Alors, j'ai pas mis d'image, mais vous allez pouvoir voir en détail vos cohortes, comment elles réagissent sur le produit. Et vous allez finalement pouvoir voir combien de temps les gens reviennent si les gens reviennent une fois par jour, si les gens reviennent 2 fois par jour, etc. Snapchat, par exemple, ils ont essayé très très vite de mesurer combien de fois les gens revenaient par jour et combien de fois ils envoyaient un snap. Donc du coup, ils ont regardé les graphes et ils ont essayé de mesurer leur rétention comme ça. Le referral, c'est comment est-ce que je fais pour que les gens parlent de mon produit autour d'eux. Comment est-ce que je fais pour que les gens ils en parlent? Comment est-ce que je fais pour que les gens ils partagent sur les réseaux sociaux pour qu'ils m'amènent d'autres trafics? Il faut savoir que le referral, c'est ni plus ni moins qu'un autre canal d'acquisition. C'est juste un canal qui fonctionne parce que des gens parlent de vous au bouche à oreille ou parce que des gens derrière partagent sur les réseaux sociaux. Et derrière, on a le revenu. Forcément, au début, on ne sait pas trop comment on va gagner de l'argent. Ça dépend. Si vous êtes dans l'e-commerce, ça va être très simple. Hein. Il va falloir vendre. Un SaaS, pareil. Mais si vous êtes, je ne sais pas, un produit qui n'a pas encore son business model, bah forcément, ça, vous allez lancer aussi plein d'expériences là-dessus. Est-ce que tout est clair sur ce schéma-là? On est acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Et un gros hacker, c'est quelqu'un qui a une vision holistique, qui pense à ces 5 blocs-là, et qui va ensuite, du coup, essayer de lancer des expériences dans chacun d'eux. Et j'en reviens à un point très important, c'est qu'un gros hacker, c'est quelqu'un qui essaye toujours de se représenter les choses de manière mathématique et de voir les choses sous forme de funnel. Alors je me suis permis de mettre une slide après pour que vous reteniez bien cette histoire de funnel. C'est que il y a une époque dans ma vie où j'ai utilisé beaucoup les sites de rencontres. J'avais même réussi à plus ou moins hacker Adopte un mec, donc du coup il m'avait envoyé une mise en demeure. Mais bon, et donc en fait je vais vous expliquer un peu c'était quoi le principe derrière ça. Parce que forcément, quand vous allez sur ce genre de site, bah, vous essayez d'aller à contre-courant et d'essayer de comprendre plein de petites choses de manière à pouvoir, je dirais, optimiser les rencontres. Et donc, voilà le schéma que j'utilisais avec des amis. Alors, en fait, il y avait 4 temps. Le premier temps, c'est qu'il fallait réussir à construire l'attraction. Il fallait réussir à, toujours dans cette histoire de funnel, il fallait réussir en fait à avoir des photos suffisamment attrayantes et une description de manière qui sont intelligentes, de manière à ce qu'elles viennent vous parler. C'est là qu'on renversait la tendance. Ensuite, il fallait créer le confort. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était pas de commencer à être lourd, mais d'utiliser des trucs comme tout ce qui est challenge, storytelling, ou avec un opener. Donc par exemple, c'était du style, moi celui que j'utilisais, c'était ça tombe bien, je cherchais justement une brune avec du caractère pour braquer une banque, 3 petits points. Et derrière, tu obtenais des réponses et tu pouvais comme ça réussir à créer une situation de confort. Il y avait 2 choses intéressantes, c'était... alors je vous fais une parenthèse sur ça, mais vraiment pour vous comprendre cette notion de funnel, c'est qu'il y avait 2 choses qui marchaient bien, c'était tout ce qui était enfance, quand vous faisiez revenir par exemple, je sais pas, quand vous parliez de son enfance, ou quand vous parliez de voyage. Ça c'était un truc qui faisait l'unanimité. Et derrière, en fait, ce qu'on voulait, c'était avoir un sentiment de connexion. C'est-à-dire qu'elle commence à se projeter avec vous dans le futur. Comment est-ce que je fais pour qu'elle se dise, tiens, ce mec-là, il est cool. Comment est-ce que je fais de manière à pouvoir... je vais lui donner mon numéro de téléphone et on va peut-être se voir plus tard. Et donc, pour ça, forcément, tu avais des techniques du style où tu as la tâton, mais tu regardais, en fait, si elle était intéressée pour pouvoir aller boire un verre avec toi. Et derrière, tout ce qui était trust, donc tu t'envoyais des photos à certains moments, de manière à prouver que tu n'étais pas un fake, pour pouvoir, justement, aboutir sur un rendez-vous physique. Et donc, vraiment, un gros hacker, c'est vraiment quelqu'un qui voit les choses de manière sous forme de funnel, de manière à pouvoir optimiser chacun des blocs. Et il faut savoir un truc, c'est que la plupart des boîtes, elles ont des problèmes en acquisition. Moi, la plupart des boîtes que je vois à The Family, elles viennent me voir pour des problématiques d'acquisition. Alors, il y a un mec qui m'avait dit un truc et je m'en souviens tout le temps. C'était Troy Nikoff, c'était un partenaire à Techstar, qui disait, en fait, la plupart des boîtes, comment je fais pour faire un investissement? La question c'est ça. Je vais me poser, comment est-ce que tu fais pour savoir, ok, c'est sur cette team-là que je mets mon argent? Et il m'avait dit, le truc c'est qu'il faut regarder si les mecs sont bons en acquisition. Parce que si les types ne sont pas créatifs en acquisition, ce qu'ils vont faire, c'est que derrière, ils vont lancer des expériences en activation ou en rétention, mais ils ne vont pas réussir à avoir ce flux continu de trafic, et donc du coup, ils vont se dire que cette expérience-là ne marche pas, que leur produit n'a pas de valeur, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas été capables d'acquérir du trafic. Parce qu'ils n'ont pas été capables de voir qui était leur cible, et d'être suffisamment créatifs
pour faire venir ce flux continu d'utilisateurs de manière à itérer. Donc, il y a un ordre. Généralement, on vous dit de vous concentrer sur la rétention dans un premier temps, parce qu'un produit n'est ni plus ni moins qu'un panier percé au début. On fait venir du monde, les gens se cassent, ils ne reviennent pas. Donc on essaye de comprendre finalement comment est-ce que je fais pour optimiser mon produit de manière à ce qu'il revienne. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous concentrer sur l'acquisition ou l'activation au début. Parce qu'il vous faut un flux continu de trafic, il vous faut des premiers utilisateurs qui vont être extrêmement précieux et qui vont vous permettre de valider si votre produit a de la valeur, oui ou non. Et le referral, généralement on ne s'en occupe pas au début. C'est très très rare d'avoir du referral au début, sauf si vous avez vraiment tapé sur... vous avez un produit qui plaît, hein, vous avez un product market fit, les gens utilisent les gens sont contents d'utiliser votre truc, ça résout un problème, et donc du coup, ils en parlent. Mais généralement, la plupart des boîtes qui viennent me voir, elles ont des problèmes en acquisition et en rétention. Et donc après, derrière, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Je voulais vous parler d'un truc que moi j'utilise, alors c'est peut-être l'un des conseils que je me donnerais si j'étais plus jeune, c'est avoir des routines. Le jour où j'ai commencé à mettre en place des routines, c'est là où j'ai été beaucoup plus efficace. Il y a 2 routines que je fais qui m'aident à être plus performant dans mon job. C'est le matin, je lis un article sur growthhackers.com qui est tout simplement une sorte de hacker news. Vous avez les derniers articles de croissance qui sont dessus. Et ça me permet en fait de pouvoir me renouveler en fait et de ne pas rester dans ma zone de confort. De pouvoir voir les nouveaux trucs qui marchent, etc. Ensuite, j'essaie de lancer une expérience par jour. Alors ça, c'est difficile. Mais ça, c'est un truc que j'essaie de faire. Je me donne 1 heure pour lancer une expérience, peu importe laquelle. Par exemple, un truc qu'on avait fait avec un ami. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est vraiment une expérience d'essayer de comprendre un truc. Et en fait, en dernier, j'essaie de regarder un TED Talk. Je ne sais pas si tout le monde connaît TED, les TED Talks. Mais ça, franchement, je pense que vraiment, si vous pouvez essayer d'en regarder de manière régulière, c'est vraiment un truc qui est puissant. Parce que, en fait, les TED Talks, c'est quoi? C'est vous prenez un expert sur un sujet, vous le mettez sur scène pendant 20 minutes et il vous explique son sujet en surface. Ok? L'intérêt de ça, c'est que vous, s'il y a un sujet qui vous plaît derrière, c'est une première introduction et vous allez pouvoir creuser derrière, creuser plus en profondeur. Par exemple, il y a sur la conquête spatiale, sur la médecine, sur la croissance, sur les startups, sur la finance. Et le fait d'en regarder de manière régulière, je dirais que ça vous donne de la culture et que ça va vous permettre de pouvoir justement, comme je parlais au début, le gros hacking, c'est d'avoir connaissance de plein de blocs, permettre justement d'être plus créatif dans vos expériences. D'ailleurs, 2 anecdotes personnelles que j'ai appris hier. Il y a une ville en Argentine, il y avait de l'arsenic en fait, il y avait une faible dose d'arsenic dans l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que la population a buvait l'eau en fait de manière fréquente. Et en fait, il y a eu un changement, je sais pas, il y a une mutation dans leur corps qui s'est faite. Et en fait, ils arrivent à survivre avec une dose d'arsenic qui serait normalement mortelle. Parce qu'en fait, il y avait de l'arsenic dans l'eau. Un autre truc, c'est par exemple les Tibétains. Ils peuvent survivre avec une quantité d'oxygène qui est très très faible. Parce que forcément, vu qu'ils sont dans les montagnes, à force, il y a une mutation. Et en fait, c'était un talk qui parlait justement de la conquête spatiale et qui disait qu'en fait, amener les gens sur Mars, c'est bien, mais en fait, il y a peut-être des mutations qui devraient être faites pour pouvoir justement à ce qu'ils puissent vivre dans... Donc il y avait toute une morale derrière, parce que forcément, quand tu commences à faire de la mutation sur l'être humain, il y a des problèmes de morale derrière. Mais justement, qui disait que c'était une condition sine qua non et il y avait un débat sur ça. Mais vraiment, essayer de regarder TED Talk, je pense que c'est une mine d'or et ça permet de pouvoir justement d'avoir connaissance de plein de choses. Ouais, ça c'est pareil en fait. Bon, ça je l'ai mis. Il y a des trucs que je fais du coup pour pouvoir élargir l'esprit. En fait, j'ai lâché mon appart il y a 3 mois et je vis que dans des Airbnb. Et du coup, en fait, ça me permet de pouvoir. Je vis chez les gens en fait. Et ça me permet de pouvoir apprendre plein de trucs. Par exemple, là, je suis dans une famille qui est une famille chinoise. Donc, ils t'expliquent plein de trucs, tu te rends compte de plein de choses. Ils te parlent d'immobilier. Il faut savoir que les Asiatiques, ils sont très très bons d'ailleurs dans tout ce qui est immobilier. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu pour l'instant. Hein. Et tu apprends plein de trucs en fait.
Donc en fait, c'est aussi ça que je veux dire quand essayer de lancer une expérience sur chaque jour. C'est un peu ce genre de truc. Bon, j'écris un bouquin, tous les mois j'envoie une lettre à quelqu'un que j'aime bien parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les boîtes aux lettres, il n'y avait que de la pub dedans. Mais dès que tu envoyais une lettre écrite à la main, forcément tout de suite, ça permet de reprendre contact avec les personnes. C'est tout de suite différent. Et apprendre des cours de magie et d'illusion. D'ailleurs, il y a un mec qui est passé qui s'appelle un illusionniste canadien, je sais pas comment il s'appelle, Mesmer ou un truc dans le genre. Quelqu'un connaît? Ouais, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est un truc de ouf. Le mec, il fait des trucs sur scène, tu fais wow. Non. Mais donc voilà, c'est ça. En fait, essayez d'être créatif et de lancer des expériences comme ça. Ça va vous permettre d'élargir vraiment votre horizon sur ces trucs-là. Et mes derniers conseils que je dirais pour ceux qui... Alors ça, c'est un peu un résumé de tous les office hours que j'ai fait. Quand je fais une office hour avec une startup, je regarde si elle est efficace dans chacun de ses blocs. Globalement, je regarde en fonction de l'avancement où est-ce qu'elle est, si elle parle avec ses utilisateurs. Tu as plein de boîtes qui construisent un produit, mais qui finalement, ils ne parlent pas avec les gens en fait. Ils ne parlent pas avec les gens qui viennent sur le produit. Donc ils ont dans l'incapacité de pouvoir comprendre ce que les gens aiment ou ce que les gens n'aiment pas. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des questions qu'il faut envoyer à vos utilisateurs quand ils sont sur votre produit, c'est quoi la feature que tu détestes le plus? Parce que la feature qu'il aime le plus, tu vas le voir dans les métriques. Alors que la feature qu'il déteste le plus, c'est peut-être un indicateur de celle qu'il n'utilise pas, et ça veut dire qu'il faudra la supprimer. Ça, c'est pareil. Non. Les start-upers sont très réticents à supprimer une feature, surtout les développeurs. Quand ils l'ont codée, bonne chance pour la faire enlever. Mais parfois, le fait d'enlever une feature, c'est ce qui va faire que vous allez avoir plus de rétention. Parce que votre produit est plus simple à utiliser. Donc je regarde beaucoup si ils parlent avec leurs utilisateurs. Par mail, par interview, par Skype, j'en sais rien, par le fait de mettre une chatbox sur son site. Hein. Ensuite, je regarde s'ils mesurent ce qui se passe. Avec Google Analytics, Mixpanel, Hotjar, il y en a plein de services qui permettent de construire des graphes de manière à comprendre ce qui se passe sur votre produit. Je dirais que l'avantage de ça, c'est qu'en fait, là, vous les croyez sur ce qu'ils disent. Là, vous les croyez sur ce qu'ils ont fait sur le produit. C'est plus fort. Ensuite, donc, je travaille forcément avec beaucoup... Tu regardes s'ils arrivent à acquérir du trafic, tu regardes s'ils arrivent à le faire revenir, tu regardes s'ils arrivent à l'activer. Donc, tu vas peut-être travailler plus en détail sur leur onboarding pour les faire vivre, pour que leurs utilisateurs vivent l'expérience cœur du produit plus rapidement et plus efficacement. Et ensuite, je regarde s'ils double down sur ce qui fonctionne. C'est-à-dire s'ils se concentrent sur ce qui fonctionne et s'ils optimisent ce qui marche. Parce que vous imaginez pas le nombre de personnes qui lancent plein de trucs, qui trouvent un truc qui marche, et qui vont du coup lancer d'autres trucs à côté. Alors qu'en fait, quand tu as un truc qui marche, la solution intelligente, c'est de rester dessus et de l'optimiser. Et de ne pas se diversifier. Je veux dire, quand on parlait de cette canaux scalable, c'est quand tu as un truc qui marche super bien en emailing, ta problématique, c'est comment je fais pour récupérer plus d'emails. Quand tu as un truc qui marche en search, sur une requête bien précise, et qui te ramène à un trafic, par exemple, qui est intéressé par le marketing et qui convertit extrêmement bien, c'est comment est-ce que je fais pour justement écrire plus d'articles sur le marketing pour cibler encore plus de monde. Donc il y a un vrai effort de focus, et je pense qu'un gros hacker, c'est quelqu'un de très mathématique, mais c'est quelqu'un qui a cette faculté à pouvoir mettre le focus sur ce qui fonctionne pour petit à petit améliorer le reste. Voilà, donc merci à tous, et puis bon, si vous avez des questions, et vous pouvez lire aussi mes essais sur l'acquisition, j'en écris pas mal. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour cette présentation. En introduction, vous avez dit à un moment donné l'email, le découper en phases pour faire en sorte que l'onboarding soit plus teasing, etc. Est-ce que ça fait partie du produit ou est-ce qu'on est hors du produit? On est plus dans le processus d'onboarding. Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais, alors en fait, l'idée, c'est on a quelqu'un qui vient de s'inscrire. Comment est-ce que je vais faire pour lui envoyer des emails en fragmenté de manière à le faire comprendre plus de choses sur mon produit et finalement pour l'éduquer en fait. Alors bon, forcément, il va falloir construire l'envoi d'email. Bon, c'est pas le plus compliqué, hein. Tu as des trucs comme Mailchimp qui permettent de faire ou Autopilot. Mais il y a aussi tout un travail sur quelle landing page je vais l'envoyer derrière sur l'email. Parce que forcément, soit tu l'éduques dans l'email, donc c'est-à-dire que tu lui envoies
il a juste besoin de lire l'email pour comprendre. Soit derrière, il va être envoyé dans un lien et donc du coup là forcément il est dans le produit parce qu'il va peut-être arriver dans une partie spéciale du site. On va détecter qu'il vient de ce mail, donc du coup on va afficher des trucs différents. Je pense que ça fait partie du produit pour moi et que ça va sûrement demander de faire des optimisations sur le produit de manière à pouvoir encore l'onboarder plus efficacement. Donc ça veut dire en fait que le produit le processus d'onboarding doit être intégré dans le produit. Ouais. C'est une composante aussi importante que le produit lui-même. C'est ça, et c'était le point que je voulais dire sur la différence avec le marketing, où je vois beaucoup de gens se focus uniquement sur acquisition et activation, alors qu'en fait, un article que j'avais lu qui expliquait extrêmement bien que l'onboarding, en fait, ça n'avait pas juste de l'impact sur faire comprendre les gens ta proposition de valeur. Ça a énormément d'impact sur la rétention. Parce que quand les gens ils comprennent ce que tu fais, et surtout ils le vivent, derrière, bah, tu as plus de gens qui vont revenir parce qu'ils savent ce que tu fais exactement. C'est pour ça, c'est un peu la théorie. Il y a 2 onboardings qui s'opposent généralement. Tu as les onboardings où ils t'affichent des pop-up en fait, en te disant quelle partie du site fait quoi. La plupart des gens ils font skip, skip, et ils n'ont rien compris. Et tu as les onboardings un peu plus où ils forcent en fait l'utilisateur à faire des actions. Bon, l'exemple de Tinder par exemple. Tinder, quand tu arrives, il te demande de swiper gauche-droite. Et là, forcément, tu vis le truc. Donc tu comprends plus forcément, tu es plus éduqué sur le produit et ça a des impacts énormes sur le long terme. Parce que si les gens comprennent ce que vous faites, c'est déjà un gros plus pour les faire venir, les activer, les faire acheter, etc. Et il y a beaucoup de travail sur le produit quand on bosse sur la croissance. Vous savez, là d'ailleurs, un truc qui est cool. Il y a une application qui s'appelle Blinkist. Je ne sais pas si vous la connaissez. Blinkist, c'est une application pour téléphone. En fait, ils résument des livres en 20 minutes. Ils vous prennent un livre et ils vous résument tous les trucs importants en fait en 20 minutes. Ça vous permet de lire un livre par jour. Ouais, mais alors, non, c'est beaucoup de non-fiction. Et justement, il y a un bouquin. Alors, je vous parle de cette application-là parce que, en fait, il y a un bouquin qui est le bouquin qui est écrit sur l'histoire d'Amazon. Et donc, il est sur Blinkist, donc ça permet de le lire en 20 minutes. Bon, les trucs importants, hein, forcément. Mais en fait, il disait Jeff Bezos un truc. Il disait que, en fait, lui, ce qu'il avait compris dans les années 2000, c'est que la différence avec. Alors, c'était même avant, parce que c'est en 195, je crois, Amazon. Mais qu'il avait compris, c'est que sur un e-commerce, on peut tout mesurer en détail. Ce que chaque utilisateur fait. Et en fait, l'impact de ça, c'est dans les suggestions. C'est que quand vous savez en détail quel type de produit il a visité, quel type de produit il a acheté, bah on peut facilement les upseller, c'est-à-dire leur faire acheter plus de choses avec des suggestions extrêmement pertinentes. J'ai 2 anecdotes à propos de ça. Il faut savoir que sur la chaîne YouTube de The Family, 30% des visiteurs, ils viennent des suggestions sur le côté. 30% des vues viennent des suggestions YouTube. Netflix, je crois que c'est un truc comme 30% des films qui sont regardés, pareil 40%, ils viennent des suggestions. Donc c'est énorme, hein, ça représente sur des boîtes comme Netflix, ça représente un chiffre monstre. Et c'est aussi ça, je pense, l'ère dans laquelle on est arrivé, c'est que comme on arrive à mesurer attentivement chaque chose et chaque utilisateur, ben on est plus à même de lui faire une expérience personnalisée et de ce fait, d'avoir une expérience mieux sur le produit et du coup de le faire consommer plus ou de lui donner des choses plus intelligentes qui correspondent plus à ses goûts. Ça revient un peu sur l'onboarding, ce que je voulais dire, c'était parallèle, qui était que forcément quand vous savez des choses sur les gens, vous êtes plus à même de leur faire des onboarding personnalisés et ça convertit extrêmement bien. Au début, on peut pas le faire. La plupart des boîtes que je vois, je leur dis pas faites-moi des trucs personnalisés avec la tête du type, etc. Faites des trucs simples pour voir si votre produit a de la valeur. On a une boîte par exemple qui s'appelle LalaLab. En fait, ils vous permettent de pouvoir connecter votre compte Instagram et derrière de voir en détail, d'acheter des photos Instagram. Ils vous sortent les photos Instagram sur papier. Forcément, au début, ils ont fait un onboarding classique. Tu uploads tes photos, tu sélectionnes celles que tu veux, puis à la fin, tu t'inscris et tu payes. Et ils se sont rendus compte qu'au moment où tu t'inscrivais, ils perdaient 50% du trafic. Donc qu'est-ce qu'ils font pour optimiser ça? Ils vont faire du personnalisé. C'est-à-dire que le gars leur donne des données au début. Il leur dit cette photo-là m'intéresse, etc. À la fin, au moment de l'inscription, tu peux très bien, à l'heure actuelle c'est juste un formulaire, mettre en place les photos sous forme de montage. Et là, tu arrives sur un truc personnalisé.
Parce que le type voit, tu as une raison supplémentaire de t'inscrire. Donc là, on arrive sur des onboarding personnalisés et c'est ce qui permet d'augmenter la conversion de manière radicale. Munchen, la boîte de eFounders, quand ils ont commencé à faire du personnalisé dans l'onboarding, ils ont boosté la conversion. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si vous avez 30% de personnes qui s'inscrivent supplémentaires sur votre site, c'est peut-être 30% de revenus supplémentaires que vous faites. Donc c'est très très important. Ouais. Donc si tu suis à peu près 200 boîtes sur thefamily.com, tu as vu pas mal de produits sur des sujets très différents, sur des types de produits différents. Et est-ce que tu as vu une corrélation entre le type de produit et le canal d'acquisition qui marche le mieux? Alors, moi j'ai une réponse assez claire sur ça, c'est que chaque produit est unique, sa croissance est unique. Et là, tu peux pas dupliquer en fait. Enfin, si, il y a des business comme les Allemands, là, j'oublie toujours leur nom, Rocket Internet, qui copient les business models. Donc forcément, là, ils vont copier un peu l'exécution de chaque personne. Mais généralement, chaque produit est un peu unique et un canal d'acquisition qui est plus adapté à ses utilisateurs, enfin à ses besoins. Et donc c'est à toi de le voir. Tu sais, regarde, on a une boîte qui s'appelle Menu Next Door. Tout le monde voit c'est quoi? C'est une marketplace où tu peux acheter... Alors, merde. Bon, parfait. Alors ouais, bon, j'ai pas internet. Bon, globalement, c'est une marketplace, tes voisins cuisinent, tu peux acheter le plat de tes voisins. C'est un peu le Airbnb pour les plats. Tes voisins cuisinent et tu peux aller acheter leurs plats. Ils ont commencé avec un groupe Facebook. C'est-à-dire qu'au début, ils faisaient ça dans un groupe Facebook. C'est-à-dire que les gens postaient dans le groupe Facebook les recettes et puis les gens commandaient en commentaire. Forcément, au début, ils faisaient zéro. Ils ne pouvaient pas prendre de transaction. Mais ils faisaient zéro en revenu. Mais c'est pas grave parce qu'il était en train de tester et il se rendait compte qu'effectivement, il y avait un marché, un besoin. Et petit à petit, il a construit un site et il a essayé de faire émerger, de renvoyer le groupe Facebook vers le site pour pouvoir ensuite toucher une com et avoir une expérience plus intelligente sur le produit, tu peux suivre les chefs, etc. Mais là encore, tu es dans un... Là, tu vois, tu es dans... tu peux pas... un groupe Facebook n'est pas utile à toutes les boîtes. C'est vraiment pour ce type de marketplace où c'est extrêmement intelligent. Donc, c'est aussi l'intérêt d'être très créatif et puis de lancer plein de choses pour comprendre ce qui marche et derrière, optimiser, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, avec 200 produits sur seulement 6 canaux d'acquisition où tu peux travailler, je te demande si justement tu n'as pas vu des corrélations ou s'il n'y a vraiment aucune corrélation et quel que soit le type de produit, ça se répartit sur tous les canaux. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu me demandes s'il y a plus de startups qui fonctionnent avec de l'emailing ou s'il y a plus de startups qui fonctionnent avec du paid. Sur des sujets bien particuliers. En B2B, les forces de vente, ça marche bien parce que le but du B2B, c'est finalement d'arriver sur une démo. Donc, c'est-à-dire d'avoir un rendez-vous, de faire une démo de ton produit et de l'activer, surtout sur des produits chers. Ça dépend, tu as des SaaS, Munchen, ils vont pas te faire une démo de ton produit. Tu t'inscris, tu comprends, ils t'onboard et tu essaies de comprendre. Force de vente, emailing, B2B, paid advertising, c'est pertinent aussi, AdWords. Produits en consumer, des Snapchat, j'en sais rien. Là, tu es un peu bloqué parce que un utilisateur, il te rapporte généralement moins d'1 euro en fait. C'est pas comme en B2B où le mec il paye un abonnement de 15 euros ou plus. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu vas essayer justement d'avoir du volume et tu vas essayer tu vas peut-être faire des trucs un peu plus créatifs. Je sais pas, tu vas aller dans les groupes Facebook, tu vas regarder qui est dans ce groupe-là, tu vas essayer de leur parler dans Messenger à 10 personnes tous les matins pour leur pitcher ton produit et les faire venir. Tu vas essayer de faire en sorte que ces gens-là en parlent autour d'eux et ramènent leurs potes. Tu vois, faut vraiment être très créatif pour pouvoir finalement amener ses premiers utilisateurs et essayer de comprendre comment je fais pour acquérir et je fais pour activer et avoir de la rétention derrière. B2C, B2B, je pense que les exécutions, le même état d'esprit est similaire en soi, mais il y a des grosses différences et il faut les connaître pour pouvoir savoir comment tu conseilles une startup, leur dire maintenant tu focuses sur l'emailing parce que ça marche pour toi. Ou maintenant tu sors les dollars et tu mets sur AdWords parce que tu as vu là, t'es rentable. Oui. Comment faire pour mesurer l'efficacité d'acquisition par force de vente quand on a déjà un certain pool de visiteurs? Alors on ne peut pas juste mesurer la fluctuation du trafic après la conférence ou après le...
La question, c'est comment est-ce que je fais pour voir si je suis efficace dans mes stratégies d'acquisition. Oui, dans le cas de la force de vente. Ah, dans le cas de la force de vente, alors dans le cas d'une force de vente, imaginons qu'on a un produit, j'en sais rien, c'est les restaurants qui sont notre cible. Ce qu'on veut, c'est on vend un logiciel pour les restaurants, donc c'est eux nos clients. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà commencer par faire de la prospection. Enfin, tu vas regarder en détail les restaurants sur les pages jaunes, tu vas regarder où est-ce qu'ils sont placés, etc. Et tu vas leur shooter un mail ou un phone call, ce qu'on appelle du cold email ou du cold phoning. Et tu vas essayer d'avoir un rendez-vous avec eux pour leur te présenter ta solution. Donc déjà, ça, c'est ce qui arrive dans le pipeline. Hein. C'est toute la première partie. Ensuite, tu vas aller faire une démo de ton produit. Tu vas essayer de leur faire comprendre la valeur pour qu'ils l'installent ou qu'ils s'inscrivent et qu'ils payent à la limite. Ce serait bien. Et donc, du coup, ça, tu passes par des démos physiques, Skype ou directement dans leur restaurant. Et c'est là que tu vois avec tes chiffres, hein, tu sais combien de personnes utilisent ton produit quand tu as réussi à activer. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Oui et non, quand c'est plus quand la cible c'est plus des particuliers et un certain public, des particuliers. À moins de, par exemple, sur le site, poser la question comment avez-vous découvert ce site. Comment on fait pour mesurer que cette démarche de force de vente a un effet? Alors la force de vente, c'est un exemple un peu délicat dans le sens où tu sais en fait la personne tu lui as vendu le produit en physique, donc tu sais forcément, tu as juste à cocher une case sur un spreadsheet que ce gars-là était vendu. Pour l'emailing, pour savoir qui vient de l'email, tu va falloir que tu mettes des tags UTM par exemple sur tes liens, de manière à comprendre qu'il vient d'une campagne mail et qui derrière il est activé. Et donc du coup dans ton mix panel, tu vas voir que le nombre de personnes qui ont payé, il y a un certain nombre qui vient des emails. Tu peux aussi leur demander. C'était un peu une problématique d'ailleurs. J'avais bossé avec une boîte qui s'appelle School Move. C'est des cours en ligne sous forme de vidéo. Et ils ont une chaîne YouTube. Et c'est pas facile de savoir quand les gens viennent de la chaîne YouTube parce qu'ils te tapent dans Google. Et donc du coup en fait ils te disent pas qu'ils viennent de YouTube en fait. Donc le seul moyen de savoir que les types viennent de la chaîne YouTube et que c'est pas quelqu'un qui a tapé en direct ton site dans le moteur de recherche après t'avoir vu sur YouTube ou dans Google, c'est de leur demander au moment de l'inscription. Et pas 2 mois après parce qu'ils s'en souviennent plus. C'est dans les 120 secondes, dans les 10 minutes, de lui demander comment il t'a découvert. Donc tu vas à un moment bien précis, toujours en laissant ça facultatif, pour pas avoir de la friction et perdre en conversion. Lui demander si tu as connu au travers d'un ami, de YouTube, de Facebook ou des moteurs de recherche. Et ça te permet justement de pouvoir savoir quel canal d'acquisition marche pour toi. Et donc ton focus. Quand tu es au tout début, pour vérifier ta proposition de valeur, dans le fond, que tu dois faire tes publicités, il faut forcément que tu aies de l'argent. Cet argent-là, comment tu vas le chercher? Ok, alors la question c'est, je veux tester des campagnes publicitaires pour voir s'il y a de l'impact sur mon produit. Comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent pour pouvoir finalement faire mes premières expériences dans des canaux d'acquisition payants? Alors, bon, sur Facebook Ads, tu peux faire des campagnes pour moyennant 10 € par jour. Tu peux commencer à avoir, ça commence à être un peu saturé, mais pour 10 € par jour, si tu les optimises bien, tu peux réussir à récupérer, allez, si t'es bon, 50 visiteurs par jour. Un peu plus même. Tu peux avoir du 20 centimes, en fait, entre 10 et 20 centimes par clic. Donc tu vas récupérer. Donc ça, t'as besoin de peu de budget. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de comprendre qui est ta cible et d'optimiser à mort les publicités et pour pouvoir justement avoir des premières publicités qui marchent. Tu sais, en acquisition payante, c'est toujours la même manière. Tu lances plein de micro-ads, c'est-à-dire une ad qui cible les coiffeurs, une ad qui cible les médecins, une ad qui cible les trucs. Tu regardes ce qui marche, celles qui ne marchent pas, tu les kills, tu gardes celles qui fonctionnent et tu double down dessus, tu optimises. Maintenant, maintenant qu'on voit que les coiffeurs ça marche, on va cibler les coiffeurs entre 31 et 45 ans au lieu de cibler toute la gamme des coiffeurs. Et donc tu optimises. Donc ça te demande au début de pouvoir... sur Facebook Ads, tu peux vraiment faire du micro-targeté avec des faibles budgets. Je comprends ça, mais c'est vraiment comment tu vas chercher l'argent. Comment tu lèves des fonds? Ouais, comment au tout début, genre, ta proposition de valeur, elle est même pas confirmée, donc il n'y a personne. Enfin, à part si tu trouves un compte qui a 500 €, voilà.
Bah, au début, tu crames de l'argent forcément pour apprendre. Tu sais, quand tu fais des campagnes publicitaires, moi, on m'avait dit un truc, on m'avait dit, soit tu as gagné de l'argent, soit tu as appris un truc. Si tu as cramé de l'argent mais que tu n'en as pas gagné ou tu n'as pas appris quelque chose, c'est que tu as été complètement idiot, quoi. Donc, tu dois essayer d'avoir un de ces deux-là. Forcément, au début, il y a plein de boîtes qui font de la publicité sur Facebook qui vont cramer 200-300 euros sur un mois et qui vont pas apprendre, ils vont pas réussir à faire plus d'argent que 300 euros. Donc eux, il y a intérêt qu'ils comprennent effectivement pourquoi leur publicité n'a pas marché et peut-être que finalement, ils ont un produit dans le B2C qui est trop particulier pour pouvoir justement faire de la publicité et il va falloir qu'ils essayent de faire d'autres trucs pour acquérir du trafic. Je dirais que l'avantage de Facebook Ads, c'est que tu peux vraiment faire des trucs très ciblés, donc des petites audiences qui vont pas te coûter un bras et qui vont finalement te permettre d'avoir des gens très très ciblés sur ton produit, ce que tu pouvais pas faire dans les années 2005, quoi. Parce que c'était compliqué. Sauf avec de l'AdWords peut-être. Mais tu avais moins d'informations qu'aujourd'hui avec Facebook. Après, je pense que c'est une histoire de trouver son canal. Parce que Facebook, c'est un canal parmi un autre et il y en a plein. Moi, j'ai un ami, par exemple, il avait une idée, c'était... Il n'a pas d'appart et il voulait en gros foutre l'appart des autres sur Airbnb et se prendre une commission au passage. Évidemment, chez mon meilleur ami, et je l'ai un peu pris pour un dingue et je me suis dit, qui va te filer les clés de son appart ? Et il a quand même contacté 200 personnes sur Facebook et il a eu 2 apparts. Puis un jour, il a changé de canal et il s'est foutu sur Tinder. Et en ce moment, il doit gérer, je sais pas combien de clés il a. Et ça marche, tu vois. Et il a juste changé de canal, tu vois. Il est passé de Facebook à Tinder. Fallait du culot, fallait l'idée et ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il prend l'appart de ses potes, il les met sur Airbnb, il gère l'appartement et il touche une com sur les ventes. En gros, tu te barres en vacances, Ouais. tu lui files ses clés et vous faites moitié-moitié. Ok. Ouais, mais après, ouais, forcément. Mais bon, ce serait ça pour automatiser. Plus dur, mais le but c'est vraiment d'être créatif dans chacun de ces canaux et de comprendre ce qui marche, où est-ce que ta cible elle se trouve et comment est-ce que je fais pour interagir. Il y a 3 métriques, je vais terminer sur ça. Quand vous faites une expérience, tu as le moment, très très important. Quand vous avez, je sais pas, quand par exemple les parents d'élèves, vous leur envoyez pas un mail à 16h quand ils travaillent, vous leur envoyez un mail à 18h, 18h30 quand ils sont avec leurs enfants. Parce que vous savez qu'ils sont pas en train de bosser et ça booste énormément le taux de conversion et le taux d'ouverture des mails. Donc tu as le moment. Vous pouvez jouer des fois, je sais pas, un e-commerce il va jouer sur les périodes de Pâques pour pouvoir augmenter ses ventes. Réfléchissez toujours au moment. Quand on optimise un moment, des fois on peut avoir des changements très très bons. Le canal dans lequel tu envoies le message, SMS, emailing, une publicité Facebook, etc. Un statut Facebook, un post Facebook, j'en sais rien, ou un tweet. Et le dernier, c'est le message à l'intérieur que vous envoyez. Des fois, en changeant le message, les gens comprennent mieux et du coup, vous les faites mieux faire l'action. Donc, moment, canal, message. Ouais. On a parlé d'une startup de nourriture qui avait un groupe Facebook pour tester son produit. Est-ce que tu penses que c'est rentable, c'est viable de lancer un groupe, d'essayer de construire des solutions, mais pas pour valider, pour faire vraiment de l'acquisition, donc sans passer par des pubs, mais bien un groupe. Alors, la question c'est est-ce que c'est viable d'avoir un groupe Facebook pour pouvoir tester, c'est même pas tester son produit, c'est faire de l'acquisition que tu veux toi. Alors, on peut peut-être même prendre l'exemple de ce que vous avez fait avec Crisp. Crisp, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un groupe Facebook qu'ils ont appelé VIP User, Crisp User, et tous les gens qui s'inscrivent sur Crisp et qui utilisent beaucoup le produit, ils le mettent dans un groupe Facebook. Et ce qui est assez marrant, ce qui s'est produit, c'est que les gens... et le groupe Facebook est assez actif pour le peu de gens qu'il y a dedans. Tu as des gens qui postent des trucs, il y a un bug ici, ça marche pas, ou quand ils postent une nouvelle mise à jour du produit, les gens commentent et sont informés qu'effectivement maintenant il y a une application iOS. Donc un groupe Facebook, je sais pas si c'est intéressant pour l'acquisition, sauf si tu fais comme une Nextdoor, c'est-à-dire que tu prends le portable des gens et que tu ajoutes tous leurs amis dans le groupe Facebook, ce qu'ils ont fait pour lancer Paris. Ils ont pris le téléphone de tout le monde à The Family et ils ont invité tous les amis dans le groupe de Menu Nextdoor Paris. Ça, c'est une technique d'acquisition en soi. Mais je dirais qu'un groupe Facebook, c'est aussi génial pour faire de la rétention. Parce que les gens sont souvent sur Facebook. Donc, ils sont même plus souvent que dans leur boîte mail. Donc, forcément, quand ils voient un message, quand tu postes un message dans un groupe Facebook, c'est une opportunité supplémentaire de les faire revenir sur ton produit. Mais si tu veux faire de l'acquisition avec un groupe Facebook, tu ajoutes tout le monde.
Mais attention après à ce que ce soit intelligent et que les gens comprennent finalement pourquoi ils ont été ajoutés dans ce groupe. Ok, bon bah merci à tous en tout cas, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer à Whislash maintenant. Bon, bonjour à tous. Donc je m'appelle Hugo Michalski, je suis un des cofondateurs d'une startup qui s'appelle Whislash, qui a été fondée en août dernier avec 3 autres amis de HEC. Aujourd'hui on est 6, on est 3 développeurs de 42 et 3 HEC, et on commence à prendre un petit peu d'envergure et s'améliorer. Donc qu'est-ce que c'est Whislash? Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Whislash ici? Plus que prévu. Donc Whislash, en quelques mots, c'est une plateforme qui va mettre en relation des étudiants avec des entreprises. Des étudiants qui recherchent des missions flexibles, bien payées, couvertes, qui leur permettent et qui permettent aussi à ces étudiants de couper toutes les formalités administratives qu'on peut avoir, à savoir éditer une facture, envoyer une estimation et ultimement se faire payer par l'entreprise. Pour les entreprises, l'avantage c'est que avant, elles avaient plusieurs solutions. Soit elles passaient en interne quand elles avaient des pics d'activité, soit elles faisaient appel à une boîte d'intérim. Et alors je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à une boîte d'intérim, mais il faut que vous demandiez un devis, il faut que vous envoyiez plein de paperasses. C'est une litanie. Et donc ce qu'on permet à ces entreprises, c'est quand elles ont des pics d'activité, en quelques clics, elles viennent sur Whislash, elles postent leur annonce et on leur présélectionne des candidats. Les candidats effectuent la mission et ensuite, très simplement, elles peuvent payer ce candidat. Donc, avant ce qui se passait, avant Whislash, on avait, quand on était étudiant, comme moi par exemple, j'étais à la fac, on voulait habiter à Paris, c'est cher, on avait besoin d'un petit job à côté, donc on avait plusieurs solutions. Soit on cherchait un job type McDo, Leclerc, Leroy Merlin, j'ai fait tout ça. Donc ça voulait dire qu'il fallait faire une lettre de motivation, il fallait aller à des entretiens, il fallait demander à des pistons. C'était très difficile de choper un premier job, et même quand on avait ce premier job, après c'était un enfer. C'est-à-dire que même quand on était embauché, après on se retrouve le 31 décembre à devoir faire, parce que c'est jour de fête et qu'il y a un pic d'activité, à devoir travailler au magasin. Le week-end c'est pareil, ils sont pris, et voilà. Donc avec Whislash, ce qu'on permet maintenant aux étudiants, c'est de postuler très simplement au job qu'ils veulent, de 2, avoir plusieurs types de jobs, c'est-à-dire que pendant un mois, vous pouvez être coursier en vélo, le mois suivant, vous pouvez faire de la validation de data, le mois d'après, vous pouvez, aider une boîte à construire des containers pour faire de l'agriculture dans Paris. Et tout ça en évitant donc les problèmes administratifs qu'on peut avoir, à savoir donc signer un CDD, CDI, s'engager, devoir poser ses congés payés, ce genre de choses qu'on n'a pas forcément envie de connaître quand on est étudiant. Donc en plus de ça, on permet donc aux étudiants d'avoir minimum 12 € par heure. C'est-à-dire que au final, en comptant il y a des cotisations, mais il va gagner effectivement entre 11,50 € et 10 € suivant sa situation. On lui permet de postuler à plusieurs types de boulot et changer quand il en a envie. Et tout ça très simplement. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur la plateforme, vous remplissez un formulaire très simple et en une demi-heure, vous pouvez savoir si vous avez votre premier boulot et le lendemain, vous pouvez travailler. Donc aujourd'hui, on a deux plateformes principales visibles. On a la plateforme étudiant, donc que vous voyez ici. Là, vous voyez donc une sorte de marketplace, une job board, où vous allez voir différents types d'annonces. Ces annonces, vous allez pouvoir donc en 2 clics, avec quelques petites questions précises, postuler, confirmer que c'est bien le type de boulot que vous voulez faire. C'est-à-dire que sur chaque annonce, vous allez avoir, 2 questions qui vont vous demander est-ce que vous êtes disponible le samedi, est-ce que vous parlez anglais, ce genre de choses. Et sachant que dans ces annonces aussi, ce sont des annonces qui sont triées, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer un boulot de caissier dans le Larzac, ce sera des annonces qui vous seront proposées suivant où vous habitez, quelle école vous faites et ensuite vos intérêts. Pour les entreprises, on a une autre plateforme
qui va leur permettre de valider donc les profils qui ont été présélectionnés, et ensuite très simplement de les payer. C'est-à-dire que l'entreprise rentre son moyen de paiement, ensuite quel que soit l'étudiant en face, et vu qu'on est en mode marketplace avec Stripe, quel que soit l'étudiant en face, il peut en juste un clic à la fin de la mission, sans qu'il ait à demander son RIB et la facture, le payer. Donc au début, vu qu'on est une startup d'ailleurs accompagnée par The Family depuis quelques mois, on s'est adressé à des startups. Donc on a eu PopChef, on a même eu Dexter aussi maintenant, dont Julien parlait juste avant. Et au fur et à mesure, on a essayé d'étendre au-delà de ces startups. On est allé vers des entreprises plus grosses, avec des besoins qui évoluent un petit peu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on travaille notamment donc avec Doctolib, Uber, Save, Drivey. Le type de mission qu'on propose, donc comme vous voyez, c'est assez variable, c'est très varié. Donc on peut avoir du support client, on peut avoir de l'accompagnement d'événements, on peut avoir de la création de contenu, de la photo, de la distribution de flyers. Donc et ça peut être sur une seule journée comme sur quelques semaines. Et ça, c'est selon vos envies. Donc la team, comme je vous disais, on est 6 aujourd'hui, donc 3 HEC, 3 42. Voilà, on a Julien qui est d'ailleurs aussi présent ici. Et on est sur une stack plutôt JavaScript. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent ici Meteor? 3, 4, voilà. Ok, donc on est sur du Meteor qui est un framework JavaScript plutôt cool, basé sur une sorte de wrapper avec du Node.js, du MongoDB, des WebSockets, et qui permettent donc d'avoir des données réactives entre le client et le serveur. On est au niveau du front-end sur du React. On a du Redis pour le cache, pour les systèmes de queue, MongoDB comme je racontais, Node.js pour certains microservices qu'on a. On a pas mal d'intégration aussi côté tech, donc on a du Compose pour la DB, on a du Slack, des intégrations Slack, Stripe, GitLab, Mandrill pour les mails, Twilio pour les SMS. Et on essaye d'être sur une structure de microservices. Donc ça veut dire qu'on essaye de clusteriser nos services, par exemple le service mail, le service paiement, le service utilisateur, enfin les plusieurs services utilisateurs, on essaie d'architecturer notre application, notre produit global en plusieurs microservices qui vont communiquer les uns et les autres, entre les uns et les autres, et ce qui va permettre finalement d'avoir de bien clusteriser les fonctionnalités, ce qui va améliorer la maintenance, ce qui va faciliter la reprise du code par de nouveaux développeurs, et tout simplement qui va améliorer la logique et la façon et aussi la scale, le scale, dans la mesure où parfois on a juste un microservice qui va prendre un gros coup de chaud parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui arrivent un coup, on n'est pas obligé de monter la charge pour tous les microservices, on fait juste sur le microservice qui a chaud. Donc sinon avec Meteor on a aussi l'avantage d'avoir un rendu qui se fait côté client. On peut avoir du rendu serveur aussi si on veut pour des problématiques de SEO ou même de rapidité pour le browser. On a une prévalidation qui est assez cool qui permet donc, si jamais il y a un problème de connexion entre le client et le serveur, de valider tout de suite côté client l'action sans avoir à attendre la réponse du serveur. On est sur de la donnée réactive grâce au WebSocket et au protocole de Meteor. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes sur votre job board en tant qu'étudiant et que l'annonce s'est remplie, l'annonce va automatiquement disparaître. Donc ça c'est assez cool. Ça permet aussi de faire super simplement du chat, ce genre de choses. Et donc comme je le disais, pour afficher toute cette donnée, etc., on est sur React avec une logique composant. Alors en tant que startup, on a deux problématiques assez centrales. Première chose, on est user-centric. Donc c'est un mot qu'on entend assez souvent. Enfin, vous avez déjà dû entendre à toutes les sauces. Et je pense qu'il faut un peu le vivre pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous allez commencer à développer votre MVP. Vous vous dites, voilà, j'ai un produit génial, j'ai une super idée, je vais commencer à développer mon truc. Et vous allez le proposer à vos premiers clients. Vos premiers clients vont dire, ok, c'est cool, mais ça, j'aurais fait ça autrement. Et comme ça va être
comme un match de ping-pong, plein d'allers-retours, où les clients vont vous dire ouais là j'aurais préféré avoir cette fonctionnalité, là j'aimerais bien, par exemple, pour donner un exemple concret, les entreprises aujourd'hui ont toutes les factures sur leur dashboard d'entreprise, elles aimeraient bien en un seul clic télécharger toutes ces factures. Donc il y a comme ça plein de petites choses, plein de petites fonctionnalités dont on ne se rend pas forcément compte au moment de développer et qui apparaissent à l'usage parce qu'il y a des utilisateurs qui vont utiliser régulièrement notre plateforme, qui vont se rendre compte au bout d'un moment qu'elles en ont marre de faire toujours la même chose, que cette chose pourrait être automatisée et qui vont du coup vous en parler. Donc c'est comme ça qu'on va faire des itérations sur le produit et que le produit va toujours être en continuel développement. Après, on a d'autres mécanismes. On a le fait aussi qu'on a des nouveaux types d'utilisateurs. Je vous disais avant qu'on avait commencé avec des startups et qu'on était en train d'aller vers des plus grands groupes. Et ben avec ces plus grands groupes, on a des nouveaux types de besoins, ce qui fait qu'on est obligé de repasser à chaque fois sur le code. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que pour Whislash, qui fait quand même pas mal de milliers de lignes, on a dû repasser sur ces lignes, je pense, 3 fois. On a dû réécrire 3 fois l'application en 8-9 mois. Et en plus de ça, juste en plus de ce côté user-centric, on a aussi, avec le temps, les technos qui évoluent, des nouveaux paradigmes, à savoir, avant on était sur du Blaze, qui est le framework front de Meteor, et on s'est rendu compte que React était plus approprié. On a le support ES6 pour JavaScript qui est arrivé. On a les DB qui ont eu un peu de mal quand on a eu des pics d'activité, donc il a fallu migrer, ce genre de choses. Donc, on va arriver au point principal dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, à savoir, on a tous normalement fait la piscine 42, on a tous fait le 42SH, le Ray Tracer, et on nous a appris que quoi qu'on fasse, on va se prendre des murs, c'est normal, on peut apprendre, on trouve tout sur Google et on est invincible. Et c'est vrai, ça demande des fois plus ou moins de temps, mais voilà, on peut tout faire. Et donc assez naturellement, on va avoir tendance à transposer ce raisonnement au milieu de la startup, à se dire que voilà, je peux créer un produit, je peux parler avec tout le monde, je peux aller vendre mon produit parce que c'est moi qui l'ai créé et je le connais bien. Donc c'est un raisonnement qu'on va avoir assez facilement avoir. Mais en fait, il se trouve que dans la réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Ou alors ça dépend de l'échelle de temps sur laquelle vous vous projetez. Ça, c'est une liste de choses que vous allez devoir gérer quand vous allez créer votre startup. À savoir que quand vous créez votre startup, donc vous codez votre produit, vous avez des utilisateurs, une base qui croît, des gens contents qui ont envie de l'utiliser, et il faut que vous commenciez à vous occuper de la paperasse. Il faut que vous commenciez à vous dire voilà, il faut que je dépose les statuts. Il faut que vous commenciez à aller chercher des partenariats. Vous dites il faut que j'aille parler avec telle assurance. Il faut que j'aille rencontrer mes clients. Les clients demandent du face à face, donc il faut que je me déplace. Et ça prend énormément de temps. Et ça, c'est quelque chose que, très honnêtement, moi, avant de me lancer là-dedans, j'avais pas vu. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là, donc le business plan, le deck pour les présentations investisseurs, poser les statuts, aller vendre, appeler les gens, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut répartir dans une team et qu'il faut répartir dans une team qui soit complémentaire afin de perdre le moins de temps possible sur chacun de ces points, d'aller le plus vite possible et de comme ça maximiser finalement votre force de frappe et votre croissance. Et en plus, par rapport à tous ces points, vous avez des choses qui vont vous faciliter la vie, c'est-à-dire un network. Ça veut dire, je sais pas, vous avez des amis devs, donc pour le recrutement, ce sera plus facile de trouver des devs. La crédibilité aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes un dev et que vous voulez lever des fonds, beaucoup de fonds, on va faire un check sur vous. L'investisseur va vous demander un truc qui s'appelle la due diligence. Il va falloir que vous lui filiez tous vos nombres et il va demander des référents qui pourront dire, voilà, ce mec est bon ou pas bon. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça fait qu'il faut que vous cherchiez l'équipe de dev, full dev, ça peut fonctionner. Et ça fonctionne, il y a des très belles boîtes qui ont été faites comme ça. Mais c'est aussi intéressant de chercher dans la complémentarité et donc d'aller chercher du côté biz aussi. Ça, c'est... quand vous avez une boîte, on a souvent tendance à se dire, voilà, là nous on est 6, voilà, Whislash c'est 6 personnes, 6 devs.
Sauf qu'à côté de ces 6 personnes, on a toute une galaxie de petites choses, d'acteurs qui gravitent autour. Donc ça va être l'administration, ça va être votre banque, ça va être votre comptable, ça va être vos partenaires qu'il va falloir rencontrer souvent. Ça va être votre team de business developer. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vouloir monter en activité, vous savez que vous avez un produit qui plaît, donc il faut aller chercher des vendeurs pour vendre ce produit. Ça va être aussi au niveau du produit des développeurs, des designers, pour recruter les bonnes personnes qui vont pouvoir donner la bonne impulsion pour toujours pousser votre produit plus loin. Ça va être aussi donc des investisseurs et le plus important, ça va être aussi vos utilisateurs. Donc chez nous, les entreprises et les étudiants. Tous ces acteurs-là, c'est des acteurs avec qui il faut parler en continu et ça vous prend du temps. Et c'est pour ça que finalement, l'enjeu principal dans une startup, c'est le temps et les priorités. C'est-à-dire que par exemple, au niveau du dev, on a une liste de features longue comme le bras, une liste de bugs un peu moins longue, mais toujours très longue. Et on est là en train de se dire, ok, j'ai cette semaine, il faut que je fasse des trucs, il faut que je priorise. Qu'est-ce que je fais en premier? Et c'est toujours la même chose. C'est chaque semaine, c'est un peu une espèce de course de la montre. Qu'est-ce que je mets au-dessus? Qu'est-ce que je développe en priorité? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et à moins qu'un jour quelqu'un arrive à développer à faire en sorte qu'on ait des journées de 72 heures ou qu'on ait plein de bras, c'est une problématique qui sera toujours là. Et c'est pour ça que on a la chance, en tout cas à Whiplash, et c'est une chance qu'il faut provoquer, qu'il faut aller chercher, d'être ultra complémentaire. C'est-à-dire que par exemple, David, qui s'occupe aujourd'hui des ventes, est la personne qui a fait tout le design de Whiplash. C'est un designer aussi en freelance. C'est pour ça que Pierre, par exemple, qui est notre CEO aujourd'hui et qui s'occupe de la recherche de fonds, des partenariats, est aussi quelqu'un qui a fait le wagon et qui m'a aidé au début à coder le MVP de Whiplash. C'est comme ça que, par exemple, Julien aussi s'occupe du front-end, des microservices et de la roadmap niveau feature. C'est autant de choses à faire qu'il faut répartir en fonction des affinités et des points forts de chacun. Donc, pour nous, c'est quoi la suite? Le but du jeu pour Whiplash, c'est d'être une start-up, c'est de se développer à l'échelle européenne dans un premier temps, et donc de démarrer très très prochainement un nouveau pays. Donc ça veut dire que on est 6 pour l'instant, on tient la France à bout de bras, et il va falloir qu'on rentre dans une dynamique de recrutement dont je parlerai après. Pour l'instant, on est une application web. Donc on n'a pas d'application mobile. Donc nos prochains gros challenges et nos prochaines étapes, ça va être donc d'avoir une application mobile. Ça va être de s'internationaliser, c'est-à-dire faire en sorte que l'utilisateur anglais va bien tomber sur une page anglaise, qui va bien aller, quand il fait ses recherches, taper dans une base de données anglaise, ce genre de choses. Ça va être aussi le scaling, donc faire en sorte que les bases de données tiennent le coup, que le load balancing, qu'il y ait un load balancer pour équilibrer les charges et faire en sorte qu'on n'ait aucun microservice qui tombe. Et ça va être aussi qualifier notre base de données et faire en sorte de minimiser les interventions humaines sur notre processus pour qu'au final, on ait un produit où en quelques clics et de manière vraiment automatique et le plus rapidement possible, on ait donc nos utilisateurs, nos étudiants qui trouvent un job et nos entreprises qui puissent trouver une force de travail très rapidement. Donc, petit point final, on recrute. On peut recruter soit en CDI ou en internship, en stage, suivant le profil, suivant l'année. On cherche dans le mobile, donc pour notre développement applicatif, côté front et côté back. Et ce qui est important chez nous aussi, c'est que, comme vous avez pu le voir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Whiplash, c'est-à-dire qu'on est tous quelque chose / quelque chose d'autre. On avait donc David qui est BizDev / designer. On cherche des personnes qui ont un goût du produit, qui ont
qui sont pas clusterisés, limités à une seule compétence et qui ont envie d'approfondir tous les champs possibles. Voilà, une petite slide finale pour vous montrer nos utilisateurs durant quelques missions qu'on a eues. Et je suis à vous pour les questions. Question back-end. Alors, vos microservices, ils parlent comment entre via Redis ou comment vous faites la synchro entre vos microservices? On a un Meteor propose un protocole qui s'appelle DDP et qui permet comme ça de dialoguer entre client et serveur et entre serveur et serveur. Donc on a des clés API et on communique en DDP entre nos différents services. Et admettons que tu as un module down, est-ce que le DDP gère ça? En gros, est-ce qu'il va remettre le flux ou pas? Il y a un timeout, il va le détecter et il va au bout de 60 secondes normalement retenter une connexion et d'envoyer la donnée. Et après il y a des pings qui sont faits entre les différents services, ce qui fait qu'on peut normalement détecter qu'on détecte très rapidement quand il y a un service qui est down par rapport aux autres. Donc ça fonctionne derrière en producteur, consommateur, en gros, enfin producteur, consumer, et je connais pas du tout, c'est pour ça que je pose des questions. Est-ce que tu peux avoir 2 subscribers, un producteur, et que la data arrive que sur un seul? Oui. Typiquement pour avoir 2 nœuds qui font la même chose, enfin pour le scaling tout simplement, 2 nœuds qui font la même chose. Et moi je connais plus la MQP pour ça, mais du coup je connaissais pas du tout le DDP dans ce cas de figure. Après le DDP c'est un protocole qui communique en JSON et après ça dépend comment tu implémentes tes choses et comment tu implémentes tes microservices. Mais nous en général on couple le DDP avec un système de queue aussi, avec un système de retry, ce qui fait que tu peux comme ça cumuler plusieurs calls pour plusieurs subscribers et tu as ensuite une liste de tâches qui sont faites. Okay. Ça répond à ta question? Ouais, ok. Je voulais savoir si la question elle s'est posée de faire d'abord une app ou d'abord un site internet. Alors c'était effectivement une question qu'on s'est posée. Après le problème c'est que de faire une app, ça aurait voulu dire faire deux apps, donc Android et iOS. Et après c'était aussi une question de facilité. Parce que c'était beaucoup plus facile. On a déjà fait des apps, on a l'habitude de travailler avec ce groupe depuis un petit moment. On a fait d'autres projets avant de faire Whislash. On a fait des apps notamment. Et ça nous paraissait plus facile au début en tout cas d'être juste sur du web, sachant que tu n'es pas obligé d'avoir les validations Apple ou Android, que tu peux déployer quand tu veux. Et donc pour faire les itérations, et on en a fait vraiment beaucoup, c'était pour nous plus judicieux d'être juste sur du web. Et c'est pour ça que maintenant qu'on commence à avoir un produit qui tend vers, qui commence à avoir une certaine stabilité, là on commence à se poser la question d'app. Est-ce que vous savez déjà si vous allez avoir plus de personnes qui vont utiliser l'app que le site? À terme, vu que vous ciblez vraiment les étudiants en fait, vu que les étudiants sont continuellement sur le smartphone, peut-être que l'app marchera plus que le site en fait. Alors on a un site qui est à peu près responsif, pas complètement, et c'est toujours un peu un pincement au cœur de voir des utilisateurs sur leur smartphone sur Google Analytics. Et donc le but du jeu là, c'est pour les étudiants d'aller vers du mobile first, peut-être même du mobile only, sachant que on a plein de choses, plein de features qui sont propres au mobile, à savoir la géoloc, à savoir la prise de photos, qui vont permettre du coup de toujours améliorer l'expérience utilisateur. Tu arrives à ton boulot, tu ouvres ton app, ça fait un petit ping au serveur, tac, tu commences le décompte des heures, etc. Donc l'app c'est vraiment quelque chose sur lequel on va se concentrer très bientôt. Mais malgré ça, vous avez préféré commencer avec un site pour essayer de voir comment ça marchait, etc. Et parce que c'était plus facile. Ouais, les itérations, en tout cas pour nous, c'était plus facile. Surtout Meteor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui vous permet de très très facilement faire des prototypes très vite. Et c'est vraiment cool pour aller pour tester votre produit et faire des itérations très rapidement.
Ouais, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez commencé à 6 depuis le début, c'est ça? Vous étiez 6 cofondateurs? 4. À 4. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment justement tu gères une équipe de 4 personnes, ce qui commence à être quand même déjà beaucoup, pour que ça se passe bien et puis finalement pour que vous exécutiez vite en fait? Alors, bonne question. Et s'il y a un conseil par rapport à cette question que je peux donner, c'est d'aller regarder les vidéos de The Family par rapport à ça. Les vidéos de Oussama. Donc, 4 personnes, ça fait beaucoup. Et effectivement, si jamais on se dit que ça va être une démarche collégiale, qu'on va tous avoir notre mot à dire et que finalement on peut tous avoir notre contribution, il faut qu'on valide tous à main levée, c'est compliqué. Ça devient vite compliqué, surtout quand on commence à avancer. On est d'accord tous sur on va dire, le plus important, mais après c'est de l'exécution. Il y a plein de petites choses au jour le jour qui arrivent et il y a forcément, des fois on n'est pas tout à fait d'accord. Donc l'idée c'est d'assez rapidement pointer quelqu'un qui va tenir le gouvernail, qui va se planter forcément de temps en temps, qui va rectifier le plus rapidement possible, sachant que l'idée c'est de faire déjà d'essayer de minimiser un petit peu les erreurs, ça paraît à peu près normal, mais de faire le maximum d'erreurs stupides le plus rapidement possible pour apprendre et pour du coup corriger le tir encore plus rapidement. Ok. C'est super technique, mais avec Maker 1.3, on peut utiliser des packages NPM maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez migré beaucoup de packages qui étaient sur Atmosphere avant ou ça n'a aucun intérêt On a un peu pleuré. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on était sur une app mono, enfin une grosse app, une seule app, qui gérait donc le côté entreprise, le côté utilisateur, les mails, tout ce que vous voulez. Et on s'est dit que c'était pas forcément une construction optimale. Et ce qu'on a fait, c'est une app qui est encore en 1.2, donc pas sans package NPM. Et ce qu'on a fait au fur et à mesure, c'est qu'on a commencé à désosser cette app principale et là déporter ces bouts de logique vers des microservices. Ce qui fait que quand on a désossé ces microservices et qu'on les a migrés donc en dehors, on en a profité pour refactorer, on en a profité pour réécrire, pour abandonner les wrappers, prendre directement des bouts NPM, etc. Ok. C'est peut-être un petit peu loin pour toi, mais la première problématique que vous avez rencontrée, c'est quoi et comment vous l'avez résolue? La première problématique qu'on a rencontrée. L'utilité? Ouais. Alors, il y a eu 2 problématiques assez violentes qu'on a eues. Ouais, si, j'ai la réponse. Quand on lance le produit, on est tellement à l'écoute des utilisateurs qu'on est vraiment, à dire, malléable. C'est-à-dire, ils nous disent quelque chose, on prend ça comme ordre divin, on exécute le truc. Et c'est pas forcément, on a mis un petit peu de temps à le découvrir, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut réussir à récolter les feedbacks, et en fonction de ces feedbacks, il faut réussir à en faire la synthèse, et ensuite poser un cadre. Et c'est au début, avant d'avoir notre business model final, on a fait pas mal de tests sur comment est-ce qu'on va facturer. Est-ce qu'on va facturer au fait qu'on envoie un candidat? Est-ce qu'on va facturer aux candidats recrutés? On avait plein de questions et on avait plein de modèles différents. Et ce qui faisait que c'était un flou pas possible. Et que c'était flou pour nous, c'était flou pour les utilisateurs, pour les clients. Et c'était compliqué. Et donc, ce qui était assez difficile finalement à réaliser, c'est de se dire que bon, à partir d'un moment, tu prends tous tes feedbacks, tu fais la synthèse, tu dis, finalement je pense, avec tous les retours que j'ai eus, que le mieux c'est comme ça, et tu poses le cadre. Et ça nous a mis 3 mois, je dirais, avant d'arriver à ce point-là. Ensuite, au bout de 3 mois, donc c'était à Noël dernier, on a posé le cadre, et à partir de là, depuis on est toujours sur ce cadre, ça fonctionne très bien, ça permet de garder le focus, ça permet d'enlever plein de problématiques un petit peu parasites que tu peux avoir quand tu as ta startup. Et ça rejoint un autre point, un truc qui est assez important, enfin qui est très important,
c'est que il faut éviter de te prendre la tête pour des trucs qui servent à rien. T'as pas beaucoup de temps et des fois il faut être un petit peu stupide et essayer de poser des règles quitte à les rendre un petit peu plus souples par la suite, mais il faut essayer de poser très très vite des cadres et des process, ce qui fait que quand tu commences ta journée, tu as déjà bien assez de choses à penser et à quoi réfléchir, et donc avoir le moins de flou possible pour être le plus efficace possible. Alors le business model, c'est vrai, j'en ai pas parlé, c'est les entreprises payent 15 € de l'heure, sachant que sur ces 15 €, tu as 12 € qui sont dirigés vers l'étudiant auto-entrepreneur, et il y a 3 € de commission Whiplash pour couvrir les différentes intégrations qu'on a faites, l'assurance, etc. Ouais. Alors ouais, pour l'instant, on est sur un modèle étudiant auto-entrepreneur qui nous permet donc d'avoir ce modèle de mission flexible, d'arrêter quand on veut. Non, mais ça veut dire qu'il faut être auto-entrepreneur, il faut avoir le statut, enfin je comprends pas. C'est-à-dire, moi je suis étudiant, je me suis inscrit, il y a des annonces qui m'intéressent, je peux les contacter directement Alors le système de facturation et de l'utilisation du site passe par le système auto-entrepreneur. Donc ça veut dire qu'effectivement si jamais tu veux travailler via Whiplash, tu vas devoir faire les démarches auto-entrepreneur si tu ne l'es pas déjà. Après on a une FAQ, on peut t'aider, il y a plein de sources aussi qui t'expliquent facilement comment faire ça et comment arrêter ça. Fini ? Au niveau fiche de paye, etc. Alors nous, c'est un cas assez marrant parce que on a eu c'est une galère sans nom de monter sa boîte. On a mis, je crois, 3 mois avant d'avoir un extrait Cabis. On a galéré tout autant pour avoir le numéro de TVA intracommunautaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Il y a des services qui existent. Guacamole, c'est encore bon ou pas ? Je sais plus. Ouais. D'accord. Il y a des services comme Guacamole qui te permettaient de créer ta SS très très facilement avec des statuts types. J'ai un trou de mémoire pour les fiches de paye. Voilà, il y a Fred de la compta, Payfit, il y a plein de startups en fait qui s'occupent de faciliter et digitaliser en fait toutes les emmerdes de paperasse que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Et nous, qu'est-ce qu'on utilise personnellement ? On utilise Payfit. Et après, on a un comptable et on a un gentil CEO qui fait plein de scans et de trucs comme ça. Tu réponds à ta question ? Une autre question encore ? Alors non, c'est un plancher. C'est-à-dire que ça va dépendre du degré de complexité de la mission, ça va dépendre du temps, ça va dépendre de si jamais c'est le dimanche ou le soir, si jamais c'est un boulot chiant aussi, on prend ça en compte. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'on négocie avec l'entreprise. Donc de toute façon, ce ne sera jamais en dessous de 12 €. Et on tend vers l'augmentation au fur et à mesure. Ouais. Alors j'ai deux questions. La première c'est sur les microservices. Ils tournent sur des machines physiquement séparées ou c'est de la VM ou du Docker ? Au début, on était sur du serveur du VPS classique chez Online.
Et au fur et à mesure, on s'est déplacé vers une solution qui s'appelle Galaxy, qui est propre à Meteor, et qui permet comme ça d'avoir effectivement plusieurs VM déployés avec Docker sur de la WS. Donc j'imagine que c'est parfois sur les mêmes racks, mais difficile à dire. La deuxième question, c'est au niveau du déploiement du code. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers? Alors là, c'est aussi assez propre à Meteor. On utilisait un système qui s'appelle Meteor Up ou MUP. Et avec le nouveau système de Galaxy de cloud hosting dont je parlais juste avant, maintenant on utilise directement la command line Meteor pour le faire. Sachant qu'en fait Galaxy, Meteor c'est une solution open source et gratuite, et que la startup qui a créé Meteor en open source, la manière pour elle de récolter de l'argent, c'est justement ce système de hosting. Pardon ? On a des unit tests, on commence à faire des tests d'intégration. C'était un peu difficile avant Meteor 1.3 de faire ce genre de choses. Maintenant, ça devient beaucoup plus facile, et on en balance plein, on en fait plein. Pour Galaxy, vous pouvez utiliser vos crédits AWS ou c'est complètement des facturations différentes? Non, c'est rien à voir. Je pense qu'ils ont un agreement spécial avec AWS, okay. Et c'est Galaxy. Ok. C'est 7 ça commence à 7 centimes le giga l'heure. Donc on tourne à, je dirais, 13 € pour un petit service, pour une app classique par mois. Donc quand t'as pas beaucoup de trafic, c'est moins cher que les machines de combat qu'on a pu prendre au début. Ouais. Ça démarre à 512 et ensuite ça va jusqu'à 4 Go. Il y a plusieurs formules. On a un système en fait, ce qui se passe à la fin de la mission pour l'auto-entrepreneur, il revient sur la plateforme, il dit le nombre d'heures qu'il a travaillé, et ensuite ça lui édite automatiquement avec son SIRET, avec toutes les informations de la boîte, la facture. Voilà. Et il appuie sur émettre, ça l'envoie automatiquement à la boîte, qui du coup paye. Voilà. Ceci. Pourquoi Stripe ? Alors ils ont une doc sympa. Non, en fait, ouais, c'est énorme, hein, c'est vrai. Après, le but c'est de négocier. Dès qu'on commence à avoir un peu de volume, on va négocier ça. À côté de ça, on avait un unfair advantage The Family. Et on a essayé on s'est posé à un moment la question de migrer vers d'autres services comme ADN, comme GoCardless, MangoPay. Pardon ? On a en fait, ce système de 15 € par heure, c'est un flux sortant de la boîte qui se split en deux. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est proposée par Stripe et qui est vachement intéressante parce que du coup, c'est une seule ligne sur le compte de l'entreprise qui paye, et ça permet de minimiser entre guillemets les différentes commissions qu'on peut avoir à la transaction. Après, il y avait un autre point intéressant avec Stripe, c'est qu'ils ont un système de compte séquestre, et que en plus de ça, si jamais on veut s'internationaliser, c'est quand même plus facile de le faire avec Stripe que de devoir à chaque fois prendre un nouvel acteur local et se fighter avec les banques. Surtout qu'en plus, ça c'est un peu une problématique de riche. C'est-à-dire que le jour où tu commences à te poser cette question-là, c'est que déjà tu fais de l'argent. Au début, c'est pas grave, tu t'en fous de par quelques centimes. C'est quand tu commences à perdre quelques dizaines, centaines de milliers d'euros que tu commences à réfléchir sur ça. Au début, ce qui a de la valeur pour toi au début, c'est ton temps en fait. C'est pas forcément combien tu. Pas quelques centimes près. Ouais. Ouais, mais c'est la bêta test. Ouais, et puis Stripe aussi propose le virement SEPA direct. Pour ceux à qui ça parle. Comme vous avez beaucoup de microservices,
Non. Là, pour le coup, au début, j'avais cette idée d'essayer de gérer moi-même les serveurs et les VM, etc. Et ça prend finalement un temps qu'on n'a pas forcément. Et c'est pour ça que là, on a déporté tout ça on a confié tout ça à Galaxy, qui s'en occupe, on peut, dès qu'il y a une montée en charge, augmenter le nombre de containers ou augmenter le type de plan. Et ce qui fait que ça nous décharge de toutes ces problématiques justement de charge, etc. Et c'est le même raisonnement pour la Mongo. Faudra peut-être qu'on creuse. Un stage peut-être.